merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce vendredi. À la mosquée Hassan à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin accomplit la prière du vendredi. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Au palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi reçoit plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du royaume. Le souverain reçoit également les frères Abou Bakr et Othman Zaïtar, champions du monde de MMA. Toujours au palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi a présidé hier un conseil des ministres au cours duquel plusieurs textes de loi et des conventions internationales ont été adoptés. Toujours hier, le souverain a reçu le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie et des Finances. Une audience au cours de laquelle Adil Atmani a soumis à la haute appréciation royale des propositions au sujet de la réforme des centres régionaux d'investissement ordonnée par Sa Majesté le roi. La prière du vendredi, aujourd'hui accomplie par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à la mosquée Hassan à Rabat. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. L'imam a entamé son prêche en rappelant que l'islam est une religion fondée sur des valeurs morales et des principes suprêmes qui encadrent les relations et les rapports entre les personnes et les communautés au service du bien-être et du vivre ensemble. L'imam a fait observer que cette relation de fraternité implique des droits et des rétributions que tout croyant doit absolument en tenir compte et respecter l'obligation de concilier entre les musulmans en cas de divergence ou de conflit. Au palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du royaume auxquelles le souverain a remis leur dahir de nomination. Mohamed Aïteshker. Palais royal de Rabat où Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du royaume auxquelles le souverain a remis leur dahir de nomination. Et il s'agit de messieurs Mustafa Mansouri, ambassadeur de Sa Majesté le roi au royaume d'Arabie Saoudite. Aziz Mkwar, ambassadeur de Sa Majesté le roi en République populaire de Chine et en Mongolie. Hamid Chabar, ambassadeur de Sa Majesté le roi en République islamique de Mauritanie. Mesdames Karima Bni'ish, ambassadeur de Sa Majesté le roi au royaume d'Espagne. Fawz al-Shabi, ambassadeur de Sa Majesté le roi en Ukraine et en Géorgie. Soraya al-Uthmani, ambassadeur de Sa Majesté le roi au Canada. Hanan Saadi, ambassadeur de Sa Majesté le roi en République tchèque. Messieurs Othman Bouhnini, ambassadeur de Sa Majesté le roi en République du Portugal. Mohamed Farhat, ambassadeur de Sa Majesté le roi en République de Ghana. Bourhaleb Al-Attar, ambassadeur de Sa Majesté le roi en République de Cuba. Omar Znibar, ambassadeur de Sa Majesté le roi, représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Et Mohamed Arrouchi, ambassadeur de Sa Majesté le roi, représentant permanent auprès de l'Union africaine.
Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alawi. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter ces témoignages. Ma mission est une mission fraternelle, est une mission amicale, beaucoup plus qu'une mission diplomatique, puisque Sa Majesté le Roi et Sa Majesté Salman Ibn Abdelaziz ont des relations extrêmement fortes et extrêmement, disons... Nous avons une coopération très diversifiée à tous les niveaux. Au niveau politique, les relations sont excellentes. Au niveau économique, l'Espagne est aujourd'hui notre premier partenaire commercial et le Maroc est le deuxième partenaire commercial de l'Espagne hors Union européenne, mais il reste encore de grandes potentialités à développer dans les différents domaines. Au niveau culturel, il faudrait travailler encore plus, même si les relations et les accords sont là. Nous comptons sur un arsenal juridique très très important au niveau bilatéral. Et au niveau de la communauté marocaine, nous avons une communauté très importante, une des plus importantes des communautés étrangères installé en Espagne. Après le retour du Maroc à l'Union africaine, j'étais honoré aujourd'hui par la nomination de Sa Majesté Hafidahullah en tant qu'ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union africaine. Une mission d'une importance cruciale, d'une importance stratégique. Le référentiel de l'action du Royaume du Maroc au niveau de l'Union africaine, il est bien défini, bien tracé par la vision royale. Et j'aurai, avec tous les acteurs officiels et non officiels, de concrétiser cette vision royale au niveau de l'Union africaine. Toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu les frères Abou Bakr et Othman Zaïtar, champions du monde de MMA, arts martiaux mixtes. Le souverain a ainsi reçu Abou Bakr Zaïtar, premier marocain, à signer pour l'Ultimate Fighting Championship, la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat, ainsi que Othman Zaïtar, qui a remporté le championnat du monde de la Brave Combat Fédération. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé hier un conseil des ministres au cours duquel il a été procédé à l'approbation de plusieurs textes de loi et des conventions internationales. Mohamed El-Ishkar. Au début des travaux de ce Conseil des ministres, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a demandé des explications au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts sur la situation agricole dans le Royaume. Le ministre a assuré Sa Majesté le Roi des bonnes conditions que connaît l'actuelle campagne agricole et de retombées positives des précipitations et des chutes de neige sur les réserves des barrages et sur la nappe phréatique. Le ministre de l'Agriculture a également informé Sa Majesté le Roi qu'il est en train de collecter des données chiffrées sur la récolte de la campagne agricole et son impact sur le rendement des agriculteurs, des données qu'il va soumettre à Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans les prochains jours. Par la suite, il a été procédé à l'examen et à l'approbation du projet de Daïr relatif au statut particulier des fonctionnaires de la protection civile et des médecins exerçant au sein de la Direction générale de la protection civile et de ses services extérieurs. Élaboré en application des hautes instructions royales, ce projet porte application des dispositions du décret-loi adopté par le Parlement et qui stipule de soumettre les fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile et ses médecins aux règles de la discipline militaire. Un projet de Daïr qui définit le statut particulier de cette catégorie, les missions des fonctionnaires de cette Direction générale, le régime de formation dont ils bénéficient, ainsi que les modalités d'accès aux différents grades
et les règles à appliquer en matière de promotion. Il porte également sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de cette direction générale, ainsi que le régime disciplinaire les concernant. Dans ce cadre, 2 projets de décret ont été adoptés. Il s'agit respectivement du projet de décret visant à déterminer les modalités d'application du statut particulier des fonctionnaires de cette direction, notamment en matière de fixation des échelons de chaque grade, des conditions de promotion et des conditions d'accès au corps de la protection civile, ainsi que la réorganisation de l'école de la protection civile qui sera rebaptisée École nationale de la protection civile, et lui permettre de remplir ses missions en particulier dans les domaines de la formation et du perfectionnement. Ensuite, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions conformément aux dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution. Ce projet vise notamment à inclure dans la liste des établissements et des entreprises publiques stratégiques dont la nomination des responsables fait l'objet de délibérations en Conseil des ministres, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, l'Agence du développement numérique et le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Il a également pour objectif d'inclure dans la liste des établissements dont la nomination des responsables fait l'objet de délibérations au Conseil de gouvernement, l'Agence marocaine antidopage et l'Agence nationale de sécurité routière. Dans le cadre du raffermissement des relations du Royaume avec plusieurs pays frères et amis, du respect de ses engagements internationaux et de renforcement de la confiance et de la crédibilité dont jouit le Royaume, le Conseil des ministres a approuvé 8 conventions internationales, dont une à caractère multilatéral portant sur l'amendement du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone adoptée à Kigali. Les conventions bilatérales concernent principalement la coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, la non-double imposition et la lutte contre la fraude fiscale, les domaines du tourisme et des services aériens, la coproduction cinématographique et audiovisuelle, ainsi que la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution sur proposition du chef du gouvernement, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le roi Mohammed VI a nommé M. Saïd Zarrou, directeur de l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreg. À l'initiative du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sa Majesté le roi a nommé M. Youssef Al-Barkali, président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation. À l'initiative du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Sa Majesté le Roi a nommé M. Mohamed Yousfi, directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique. Et à l'initiative du ministre de l'Énergie, des Mines, du Développement durable, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé M. Abdelrahim Hafidi, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie et des Finances, en présence des conseillers du souverain Fouad Ali Himma et Yasser Znaghi. Une audience au cours de laquelle Sadel Atmani a soumis à la haute appréciation royale des propositions au sujet de la réforme des centres régionaux d'investissement qui avait été ordonnée par Sa Majesté le roi. Le chef du gouvernement a prononcé une allocution à ce sujet devant le souverain. Soad Anachet. Au cours de cette audience, le chef du gouvernement a soumis à la haute appréciation royale des propositions au sujet de la réforme des centres régionaux d'investissement qui avait été ordonnée par Sa Majesté le Roi et prononcé une allocution à ce sujet devant le souverain. Allocution dont voici le texte. Majesté, en application des instructions royales pour se mettre à la haute appréciation royale des propositions relatives à la réforme des centres régionaux d'investissement, il a été procédé selon une approche participative avec l'ensemble des secteurs concernés à l'élaboration d'une vision globale de cette réforme, en se basant sur un diagnostic profond des différentes contraintes qui ont entravé la réalisation par ces centres des objectifs contenus dans le message royal du 9 janvier 2002 au sujet de la gestion déconcentrée de l'investissement. La vision proposée considère le
message royal comme cadre de référence de l'action des centres régionaux d'investissement. Elle se base sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur l'évaluation de la performance des centres régionaux d'investissement porté à la haute attention de Sa Majesté le Roi en décembre 2017 et sur les résultats du diagnostic et de l'étude prospective détaillée réalisée par un cabinet conseil sous la supervision du ministère de l'Intérieur et sur les recommandations des réunions de la commission composée des différents secteurs concernés sous la présidence du chef du gouvernement. Majesté, partant des différents diagnostics réalisés, il a été procédé à l'élaboration de la vision proposée pour la réforme des centres régionaux d'investissement sur la base de 3 axes fondamentaux. Le premier axe, relatif à la restructuration des centres régionaux d'investissement, repose sur la transformation de ces centres en établissements publics avec l'adoption d'une gouvernance participative et ouverte sur les différents acteurs. Les conseils régionaux, les représentants du secteur privé et les services extérieurs des départements gouvernementaux, outre l'élargissement de leurs missions et leurs attributions au traitement intégré des dossiers d'investissement dans ces différentes étapes, l'accompagnement global des petites et moyennes entreprises et le règlement à l'amiable des litiges entre les administrations, les investisseurs et autres. Il sera procédé également à l'adoption d'une structure organisationnelle moderne et développée à travers la création de 2 pôles principaux, le pôle maison de l'investisseur et le pôle encouragement de l'investissement et l'offre territoriale. Il sera également procédé au renforcement et à la qualification des ressources humaines à travers un meilleur choix des compétences et des expertises en matière de gestion des dossiers d'investissement, notamment en ce qui concerne les directeurs de ces centres. Le deuxième axe, qui porte sur la création de la commission régionale unifiée de l'investissement, propose d'intégrer l'ensemble des anciennes commissions régionales d'investissement dans une commission régionale unifiée en vue d'améliorer et d'harmoniser les procédures de prise en décision. Les décisions prises par cette commission sont contraignantes pour l'ensemble de ses membres. Les décisions de cette commission pourraient faire l'objet de recours devant le Wali de la région et, si besoin, devant une commission présidée par le chef du gouvernement. Le troisième axe concerne la simplification des procédures et mesures relatives aux dossiers d'investissement au plan régional et central. Il s'agit au niveau régional de l'adoption de la déconcentration administrative et au niveau central de l'adoption d'approches et lois incitatives modernes dont l'efficacité a été prouvée au niveau international et qui portent sur 4 points essentiels. Premièrement, la simplification globale et systématique des procédures administratives. Deuxièmement, la lutte contre les abus en adoptant la loi de l'obligation d'exécution et de règlement des délais de délivrance des autorisations. Troisièmement, la lutte contre la bureaucratie administrative. Quatrièmement, l'application des principes de la nouvelle administration publique à travers l'adoption d'une politique moderne de gestion des ressources humaines. Majesté, pour élaborer les propositions sur le projet de réforme soumis à votre Majesté, il est proposé la création d'une commission ministérielle sous la présidence du chef du gouvernement, composée du ministre de l'Intérieur, du secrétaire général du gouvernement, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'investissement, qui sera chargé de piloter le projet de réforme des centres d'investissement et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Les mesures préliminaires qui seront mises en œuvre après approbation de votre Majesté comprennent l'adoption du projet de la nouvelle loi visant à transformer les centres régionaux d'investissement en établissements publics, l'élaboration du texte de loi relatif à la création de la commission régionale unifiée d'investissement, l'adoption d'une première partie des décisions de transfert des pouvoirs en matière d'investissement et des autorisations administratives sectorielles des administrations centrales au niveau régional, l'établissement d'une liste exhaustive des lois incitatives prioritaires en matière de réforme du système d'investissement et de promotion du climat des affaires, l'allocation des ressources financières nécessaires du budget de l'État pour la mise en œuvre du projet de la réforme. Majesté, il s'agit des grandes lignes des propositions et du plan de la mise en œuvre du projet de la réforme des centres régionaux d'investissement soumises à votre haute appréciation, espérant qu'elles sont en phase avec les orientations de votre Majesté et votre volonté de réformer ces centres pour en faire un levier efficient d'incitation à l'investissement et à la libre initiative et afin d'ériger les régions locomotives de développement, de lutte contre les disparités spatiales et de réalisation de la prospérité économique et sociale du peuple marocain sous votre conduite éclairée. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Line 2018 se déroule depuis le 16 de ce mois et jusqu'au 29 courant dans la région d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tiznit, Ben Guerir et Kenitra sous la conduite et le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud. Et au titre des activités civilo-militaires parallèles à l'exercice, des prestations médico-dentaires ont été dispensées au profit des populations locales dans la région de Tiznit par des équipes médicales constituées de médecins et d'infirmiers des phares et de l'armée américaine. Reportage de Habib Lassri, commentaire sur Adanachet.
localité de Boun'Amen, province de Tiznit, un hôpital médico-chirurgical de campagne a déployé ses unités de soins, des soins de proximité au profit des habitants de la région. Le nombre de consultants et de demandeurs de soins avoisine les 700 patients par jour. Un staff médical mixte comprenant des médecins marocains, américains et tunisiens veille à prodiguer toutes sortes de soins et de prestations aussi bien médicales que chirurgicales. Le staff se compose essentiellement d'une trentaine de médecins, de 45 infirmiers et soignants et de 6 assistantes sociales. Les spécialités qui sont prodiguées au sein de ces structures hospitalières comprennent notamment la médecine interne, la médecine générale, l'ophtalmologie, la chirurgie dentaire, la psychiatrie, la gynécologie, la pédiatrie, la cardiologie, la radiologie, la biologie et le bloc opératoire. Nous sommes ravis et honorés de prendre part aux côtés de nos confrères marocains à cette opération chirurgico-médicale au sein de cette unité équipée de matériel adapté et varié. Cette action médicale et chirurgicale est multidisciplinaire. C'est une très bonne expérience pour nous que de travailler avec nos confrères marocains dont nous saluons l'engagement et le professionnalisme. Les spécialités les plus demandées sont l'ophtalmologie, la chirurgie dentaire, la chirurgie viscérale et la cardiologie. Le déploiement de cette opération de solidarité et de proximité intervient sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, dans le cadre de l'exercice combiné maroco-américain Africa Line 2018 qui se déroule du 16 au 29 avril dans la région d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tiznit, Ben Gueriri, Kenitra, sous la conduite et le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud. Coopération maroco-néerlandaise. Le ministre hollandais des Affaires étrangères est en visite de travail au Maroc. Au menu de ce déplacement, des entretiens avec le chef du gouvernement, des membres du gouvernement et un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Les deux responsables ont affirmé la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, d'encourager le partenariat entre les acteurs économiques et de faire connaître le potentiel et les opportunités d'investissement grâce à la dynamique économique que connaît le Maroc. Je vous propose d'écouter à ce sujet ces propos du chef de la diplomatie néerlandaise, Stef Blok. Le Maroc et les Pays-Bas sont unis par des liens étroits. Le Maroc est un des voisins de l'Union européenne et est un partenaire majeur dans de nombreux domaines, tels que la migration et la lutte contre le terrorisme. Ce qui fait la particularité de notre relation, c'est aussi que 400 000 Néerlandais sont d'origine marocaine. Aujourd'hui, nous avons discuté des moyens de renforcer nos liens économiques, notamment en matière d'agriculture résiliente au changement climatique, énergie durable, l'aquaculture, du transport et de logistique. Et la semaine prochaine, une quarantaine d'entreprises agricoles néerlandaises seront présentes au Siam. Par ailleurs, les Pays-Bas veulent soutenir la lutte contre le chômage des jeunes par l'intermédiaire des programmes Orange Corners à Tanger et à Rabat, qui appuient des start-up innovantes grâce à des incubateurs locaux. Dans ce cadre, j'ai l'intention d'ouvrir un consulat honoraire à Tanger dans le but de favoriser l'épanouissement de la coopération économique entre les Pays-Bas et le Maroc. Direction Washington, où le 4e forum commercial Maroc-États-Unis s'est tenu hier. 3 mémorandums d'entente ont été signés avec l'objectif de promouvoir les liens commerciaux entre les deux pays en explorant de nouvelles opportunités commerciales. C'est le qu'offre le Royaume et les entreprises marocaines fortement présentes sur le continent africain. Nsri El-Hamdawi. Le pays de l'oncle Sam renforce ses liens commerciaux avec le Maroc. La 4e édition du forum commercial USA-Maroc qui se tient à Washington balise le terrain pour faire émerger des partenariats à forte valeur ajoutée.
3 mémorandums d'entente ont été signés, notamment en matière de promotion des échanges commerciaux et du financement des porteurs de projets innovants. Jamais les deux parties n'ont été aussi proches l'un de l'autre en termes de relations économiques et géopolitiques. Aujourd'hui, avec le Maroc et des institutions comme la Chambre de commerce américaine, une fédération qui compte 3 millions de membres, nous avons besoin de trouver un moyen de booster les exportations, de dynamiser la création d'emplois dans les domaines de l'industrie, des services et des infrastructures. Autre secteur d'avenir qui fait l'objet d'une coopération prometteuse avec des partenaires américains, celui de l'efficacité énergétique. Un domaine dans lequel le Maroc s'est illustré avec tout un programme de promotion des énergies propres. La présence des grandes entreprises américaines aujourd'hui a été une occasion pour le Maroc de présenter son modèle énergétique, principalement l'attractivité du modèle énergétique qui a permis aujourd'hui au Maroc d'assurer une grande transition vers un système marqué et dominé par les énergies fossiles, un système qui commence de plus en plus à migrer vers une domination des énergies renouvelables. Organisé par l'ambassade du Maroc en partenariat avec le centre d'affaires USA Afrique de la Chambre américaine du commerce et l'USA Morocco Trade Forum, cet événement vise notamment à explorer les nombreuses opportunités commerciales qu'offre le Royaume et les entreprises marocaines fortement présentes sur le continent africain. L'ONU dénonce les agissements du Polisario. Le représentant spécial du secrétaire général pour le Sahara marocain a refusé de se déplacer à Bir el-Helou, comme le demandait le front séparatiste, qui cherche par cette manœuvre à tirer une certaine reconnaissance de l'ONU et à tromper la communauté internationale sur le véritable statut de la zone située à l'est du dispositif de la défense. Nous retrouvons Mohamed Etlishkar. Lors de son point de presse, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a été on ne peut plus clair. La mission des Nations Unies au Sahara, la MINURSO, refuse de rencontrer les responsables du Polisario en dehors de Rabbouni, en Algérie, où de telles réunions se tiennent depuis toujours. Depuis son arrivée fin décembre 2017, le représentant spécial du secrétaire général Colin Stewart a préféré adhérer à la pratique de longue date de tenir de telles réunions à Rabbouni en Algérie, a-t-il souligné. Le représentant spécial du secrétaire général a refusé de se déplacer à Bir el-Helou, comme le demandait la direction du front, qui cherche par cette manœuvre à tirer une certaine reconnaissance de l'ONU et à tromper la communauté internationale sur le véritable statut de la zone située à l'est du dispositif de défense. Autre précision du porte-parole de l'ONU, la MINURSO a informé le Conseil de sécurité que le 16 mars dernier, dans la localité de Tifariti, des observateurs militaires de la MINURSO en service ont été interceptés par des membres armés du Front Polisario qui ont procédé à des tirs de sommation. M. Dujarric a déclaré que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est plus que jamais préoccupé par la menace grandissante et les attaques meurtrières contre les casques bleus auxquelles, a-t-il dit, nous avons assisté dans l'ensemble des missions. Hier, M. Guterres a déploré qu'alors que les symboles de l'ONU étaient auparavant respectés même par les groupes militants, ce respect s'est effrité avec le temps, faisant qu'aujourd'hui, nos personnels sont ciblés exactement parce qu'ils sont ainsi. Le personnel des Nations Unies est régulièrement ciblé par ceux qui s'opposent à la paix, a-t-il encore écrit sur son compte Twitter à l'occasion d'une journée à la mémoire des travailleurs de l'ONU tués en 2016 et 2017. Loin d'être un incident isolé, cette attaque contre la MINURSO fait partie d'une longue liste d'actes agressifs du Polisario à l'égard de la mission onusienne visant à faire obstacle à l'exécution de son mandat. Le Polisario a également procédé depuis août dernier à la construction de structures civiles et militaires et exprimé son intention de transférer certaines de ces soi-disant institutions de Tindouf vers la zone à l'est du dispositif de défense.
À la une de l'actualité étrangère, la sécurisation par l'armée syrienne de la ville de Damas et de sa province s'accélère après la prise de la Ghouta orientale. Les unes après les autres, les dernières localités encore tenues par ces rebelles où les terroristes de Daesh signent des accords d'évacuation. 1700 rebelles de Jaish al-Islam et 3500 membres de leur famille ont quitté Douma. Et dans le même temps, les forces de sécurité entraînant dans cette ville située à 50 km au nord-est de Damas. Les rebelles ont livré hier une dernière bataille qu'ils ont perdue dans la localité de Rebi. Symbole du réchauffement diplomatique entre les deux Corées, une ligne directe a été établie entre les dirigeants des deux pays, Moon Jae-in et Kim Jong-un, une semaine avant la rencontre prévue des deux hommes dans la zone démilitarisée. Un pas supplémentaire qualifié d'historique. Ce sommet, le 3e seulement depuis la fin de la guerre de Corée, sera le point d'orgue de l'effervescence diplomatique qui s'est emparée de la région depuis les Jeux olympiques d'hiver. Il sera aussi le prélude d'un autre sommet tout aussi historique et surtout très attendu entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Jetons à présent un coup d'œil sur les couleurs du ciel. Un week-end de vent et de pluie. De fortes averses orageuses prendront place demain dès 9h dans les provinces de Sidi Ben Nour, El Jadida et Youssoufia. Un vent fort jusqu'à 80 km/h soufflera sur Ouarzazate, Tinrir, Midelt, Zagoura, Tata, Figig, Boulmel, Azelal, Gersif, Safro et les reliefs de Taroudon et Al-Hawza. Un vent de culture cette fois-ci souffle sur la cité du Détroit qui célèbre son 22e printemps des arts et du livre. Une édition dédiée à la rencontre, sur scène, en débat ou en lecture. La littérature est à la fête au Palais des institutions italiennes de Tanger, mais aussi dans d'autres espaces. Ce rendez-vous réunit le Gotha des lettres et honore les femmes auteurs et créatrices. Adna Larraz et Dominique Orlando. Il est question de rencontres au pluriel ici à Tanger et ce fut le cas lors de la toute première conférence dite dialoguée qui mettait en étroite relation et un écrivain et deux illustrateurs et une excellente modératrice qui finit par convier tout le public à la concertation. Il est vrai qu'on y a abordé la place de la femme dans l'histoire et certaines d'entre elles, encore inconnues du grand public, méritaient d'y figurer en bonne place. L'homme et la femme naissent et demeurent égaux en droit. C'est la phrase que Olympe de Gouges a écrite pour sa déclaration de la femme et de la citoyenne en réponse à la déclaration des droits de l'homme qui était réservée uniquement aux hommes. Elle demandait tout simplement l'égalité entre les hommes et les femmes et ça paraissait au XVIIIe siècle complètement absurde. Mais je crois qu'encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, ça paraît toujours absurde malheureusement. Et les femmes qui sont également nombreuses à traverser les œuvres de l'écrivain français Gilles Leroy, de Zelda Fitzgerald à Nina Simone. L'auteur nous les restitue avec une compassion certaine qui s'explique par la singularité de leurs deux destins croisés. Ce sont aussi des êtres brisées, au destin brisé dans la mesure où elles n'ont jamais pu se réaliser là où elles le voulaient. Zelda, l'épouse de Scott Fitzgerald, aurait rêvé d'écrire et son mari, par une sorte de rivalité assez complexe et perverse, on peut le dire, l'en a empêché. Quant à Nina Simone, c'est une autre histoire. Elle voulait devenir pianiste classique. La discrimination raciale à l'époque aux États-Unis a fait qu'on l'a plutôt orientée vers le jazz et qu'elle a toute sa vie considéré que son succès, son immense succès planétaire, était au fond presque un malentendu puisqu'elle avait réussi pour quelque chose qui ne l'intéressait pas vraiment elle-même. On retiendra donc qu'il n'est jamais heureux de devoir se frayer un destin parallèle dans la vie, que l'on soit homme ou femme. Il est ici suggéré de savoir avant tout écouter ses propres aspirations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mohamed Reda Lavidi. Passez une agréable soirée.